Donc, je suis heureux de vous voir aujourd'hui, un beau samedi, pour venir entendre parler de l'agroforesterie. Donc, je vais essayer d'introduire un peu la question. Aujourd'hui, je me sens un petit peu, disons, en famille avec l'équipe de conférenciers qui va être ici, parce que les gens que vous allez entendre, c'est des gens avec qui j'ai eu le plaisir de travailler un petit peu au domaine de l'agroforesterie et même d'apprendre de plusieurs d'entre eux dans le domaine de l'agroforesterie. J'ai même emprunté quelques diapos à certains de nos conférenciers, comme David Rivet, qui va venir après moi. Donc, je vais les présenter avant que lui puisse le faire. Donc, c'est moi qui vais avoir la primeur. J'ai fait la même chose avec certaines de Fabien Liag. Donc, enfin, ça me fait plaisir d'être ici. Et puis, puisqu'on est tôt le matin, puis je m'adresse quand même à des gens qui sont issus du domaine de la foresterie, en grande partie. Je vais commencer par une question en vous demandant, mais qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'écran? Il y en a qui savent de quoi il s'agit. J'entends un arbre ici, c'est un général. Vous me décevez beaucoup. Un arbre. Bon, je vais continuer. Des fois, la réalité n'est pas telle qu'on l'aperçoit. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent qui a peint ce tableau? Personne? Vous faites que des sciences? Celui-ci. Magritte. Bon, ben là, je suis moins déçu que je l'étais. Là, je suis ravi. Effectivement, c'est un tableau de Magritte. Donc, vous savez que celui-ci, c'est un tableau de Magritte également. Et puis, il y en a un autre ici, un tableau de Magritte. Là, je vous poserai la même question qu'au début. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pipe? Une pipe, pourtant c'est écrit, c'est pas écrit assez gros. Ceci n'est pas une pipe, hein, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Magritte, en disant ceci n'est pas une pipe? C'est pas une pipe, mais pour abréger, la représentation d'une pipe. Essayez de la fumer, vous allez voir, vous allez avoir un petit peu de misère. Donc, je repose la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ça ici? Une photo d'arbre. Bon, c'est déjà mieux, là, je me suis un petit peu rassuré, mais c'est pas tout à fait ça encore. C'est la photo de la partie aérienne d'un arbre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, vous allez peut-être me trouver un peu ridicule de faire la nuance, mais je la fais parce que quand on pense à l'arbre, généralement dans les conditions québécoises, et en particulier pour des gens qui étudient pour être des ingénieurs forestiers, on pense à son bois, hein? C'est-à-dire essentiellement à son tronc, comme on peut le voir ici. Mais voir un arbre comme étant uniquement un tronc, bien, c'est sûr que c'est penser peut-être à une seule des dimensions du développement durable, qui est sa dimension économique. Donc, comme on peut le voir ici, là, à travers cette photo de grume de bois en Côte d'Ivoire il y a quelques décennies. Comme le disait Francis Allais de Montpellier, ça me permet de saluer Fabien Liagre qui travaille concernant Montpellier actuellement, donc un botaniste de renom. Penser à l'arbre seulement en fonction de son tronc, bien, c'est comme si on regardait un être humain seulement en voyant son bedon, hein, en voyant son ventre. Bon, je sais, j'ai peut-être pas choisi le plus beau ventre. J'ai un étudiant là, qui était un peu fantasque, Simon, derrière. J'avais présenté cette photo-là une fois, puis il me dit, ben, monsieur le professeur Olivier, est-ce que j'aurais aimé ça que vous présentiez un plus beau ventre, un ventre de pitoune, par exemple, ça aurait été fun. C'est que pour Simon, très fantasque, voici des pitounes. Puis, ben, peut-être encore d'autres, tiens, simplement pour rappeler aussi une partie de notre histoire qui est très liée à l'exploitation du bois et donc à la drabe, etc., donc à ces pitounes là, qui ont marqué notre histoire et qui la marquent toujours. Donc, l'arbre a une fonction évidemment économique et qui est très importante dans notre contexte, mais voir l'arbre seulement en fonction de ses aspects économiques, c'est peut-être un petit peu réducteur.
Donc, si vous connaissez un peu le développement durable, vous allez venir vous me voyez venir ici. L'arbre peut aussi et de plus en plus est considéré de plus en plus comme pouvant avoir une fonction environnementale. C'est entre autres une structure qui peut entreposer du carbone, ce qui est bien pratique dans le contexte climatique actuel, parce qu'on dit, ah ben tiens, l'arbre pourra peut-être contribuer à séquestrer du carbone, donc diminuer celui qu'on trouve dans l'atmosphère et être un agent pour lutter contre les changements climatiques. Donc, j'ai peut-être moins à me soucier de mon empreinte écologique, je peux continuer à utiliser mon char, puis tout va bien. Comme ça, donc, grâce à l'arbre, je vais pouvoir continuer à avoir le même rythme de vie. Donc, évidemment, vous comprenez qu'avoir ce point de vue-là, c'est là aussi un petit peu réducteur, mais n'empêche qu'on s'intéresse de plus en plus à la fonction écologique et environnementale de l'arbre. Et j'utilise d'ailleurs pour ce faire un schéma qui vient d'un livre qui a été écrit par Christian Duprat et Fabien Liag, donc qui est ici, vous aurez l'occasion d'entendre cet après-midi. Bon, c'est celui de la première, c'est un schéma de la première édition que j'ai pris ici, mais une deuxième édition, donc c'est un livre qui s'appelle Agroforesterie. Et si vous voulez en apprendre sur toutes les façons de jumeler arbre et culture et sur en fait toutes les connaissances possibles pour le faire, c'est vraiment un manuel que je vous recommande, un bouquin, hein, c'est un gros bouquin que je vous recommande chaudement. Bon, terminé la publicité, en fait il ne m'a pas payé encore pour ça, il n'était même pas au courant que j'en parlerais, mais j'espère qu'il va être reconnaissant. Mais enfin, on pense donc à la fonction économique, fonction environnementale, mais il y a très peu de gens jusqu'à maintenant qui sont intéressés aussi aux questions sociales, à la fonction sociale de l'arbre. Pourtant, si vous regardez une photo comme celle-là, je pense que tout le monde va pouvoir reconnaître que si jamais quelqu'un venait à l'idée de quelqu'un de couper cet arbre, il y a une bonne partie de l'âme du village qui partirait. Je pense que c'est facile de saisir ça, que cet arbre-là est vraiment lié de façon très étroite même à l'identité des gens du village en question, ici dans un contexte sahélien. Donc, on commence quand même à s'intéresser aux fonctions sociales de l'arbre, en particulier de l'arbre en ville. Il y a quand même de plus en plus de recherches qui se fait sur l'arbre en ville. Évidemment, là aussi, voir l'arbre seulement sous son aspect social, ben, c'est peut-être un petit peu réducteur. Donc, penser que l'arbre, c'est juste ça, ben, là aussi, ça ne représente pas tout. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est comment, je dirais ça comme ça, comment dire l'arbre au complet dans tout son apport, sans exclure évidemment la production de bois, qui est quand même fondamentale, qui est très importante pour l'industrie forestière ici, qui va donner des milliers d'emplois et qui va en donner, j'espère, aussi aux gens qui vont terminer leurs études en sciences forestières. Donc, mais comment dire l'arbre au complet? Et puis, je me suis dit que peut-être il faut juste un écrivain, peut-être, pour réussir à nous dire, nous faire appréhender un peu ce que c'est. Donc, j'ai mis une citation de Henry Miller. Je ne sais pas si vous avez lu Henry Miller. Mon Dieu, c'est pas... Enfin, ce qui dit donc, des arbres, encore des arbres. Moi, je trouve ça beau déjà en partant, hein, au moment où des gens veulent faire des fatwas qui nous disent allons faire la guerre contre un tel et un tel. Lui, ce qu'il dit, des arbres. Des arbres, encore des arbres, tel est le mot d'ordre. L'arbre signifie l'eau. On voit qu'il avait compris déjà des dimensions environnementales de l'arbre. Et le reste, pour une rencontre sur l'agroforesterie, je le trouve encore plus formidable. L'arbre signifie l'eau, le fourrage, le bétail, les récoltes. Donc l'arbre, tout de suite, il met ça dans le domaine de l'agroforesterie. Si on a un arbre, on aura du fourrage, on aura du bétail, on aura des récoltes. L'arbre aussi, puis là on entre dans des dimensions sociales, l'arbre c'est l'ombre, les loisirs, les chansons. Les poètes, les peintres, les législateurs. Évidemment, je pense que connaissant Miller, il ne parlait pas de législateurs qui veulent empêcher, disons, les étudiants de manifester dans la rue, par exemple, lors du printemps érable. Il parlait de législateurs dans leur capacité de faire
des règles, des lois pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais enfin, et puis il finit même avec les visionnaires. Donc Henry Miller, il y a un peu plus de 60 ans, voilà comment il parlait des arbres. Et je me disais, c'est peut-être une bonne façon d'appréhender les choses. Cela dit, bon, je commence avec les arbres peut-être parce que vous vous intéressez en particulier au domaine forestier. Mais l'agroforesterie, c'est pas juste des arbres, c'est des arbres et des cultures qui sont mis ensemble. Comme vous pouvez le voir ici sur cette parcelle, qui est une parcelle expérimentale qui a été en fait beaucoup par David Rivet, qui va vous parler tout à l'heure, en Mauricie. Donc, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années. Donc, les arbres ont une plus belle croissance maintenant. Donc, c'est des systèmes donc, où les arbres et les cultures peuvent être mis ensemble. Maintenant, pourquoi mettre des arbres et des cultures ensemble quand on est confronté à un paquet de défis pour les prochaines décennies, qui sont des défis, à mon avis, majeurs, et qui vont demander la contribution d'un certain nombre de professionnels, comme vous, comme les professionnels que vous serez aussi, pour la résolution de ces problèmes. Donc, j'ai fait qu'en lister quelques-uns, mais vous comprendrez que c'est des problèmes, je pense, qui sont cruciaux. Dégradation de la qualité des sols, par exemple. Les sols, c'est la base de la production végétale et donc de la vie, d'une certaine façon. Mais de toute la production, non seulement alimentaire, mais de la production forestière. On sait que nos sols ont une qualité qui se dégrade. On a des problèmes de pollution de l'air, de pollution de l'eau, des problèmes de déboisement, vous le savez bien, de perte de biodiversité qui est associée à ce déboisement, mais aussi à d'autres phénomènes. Des problèmes de crise énergétique en vue également. Bon, même si on découvre toutes sortes de moyens d'avoir de l'énergie fossile maintenant, on se dit on va aller exploiter les gaz de schiste, on va aller chercher tout ce qu'on peut. On sait qu'on est limité dans l'approvisionnement en énergie fossile. Donc, il faudra de toute façon, à un moment donné, changer les façons de faire, puis sans compter en plus les changements climatiques apportés par cette utilisation très très forte de combustible qui pourrait faire en sorte qu'à un moment donné, il y a des choix peut-être douloureux, mais qu'on devra faire avant qu'il soit trop tard. Notre agriculture, notre foresterie est quand même basée beaucoup sur l'utilisation d'énergie fossile, pas seulement dans l'exploitation, mais aussi dans la mise en marché. On a des raisins du Chili, donc des produits agricoles qui viennent de partout dans le monde. Si jamais l'énergie coûte 4, 5 ou 10 fois plus cher, peut-être que les avantages comparatifs de ces façons de faire-là, de produire pour l'exportation, vont disparaître et qu'il faudra, par exemple, favoriser une agriculture plus locale ou une consommation plus locale des produits du bois, par exemple. Enfin, c'est des éléments auxquels vous aurez à réfléchir, qui risquent de provoquer aussi des problèmes dans l'approvisionnement en engrais. Les engrais azotés sont basés, eux aussi, la fabrication des engrais azotés se fait à partir de combustibles fossiles, d'énergie fossile. Donc, il y a aussi les sources de phosphore qui sont en train de se tarir, ce qui veut dire que tous les modes de production sur lesquels on a basé donc notre agriculture, par exemple, devront forcément à un moment donné être remis un peu en question. Donc, je vous parlais de changement climatique, il y a aussi des questions de croissance démographique, de changement alimentaire aussi. Donc, on sait que dans plusieurs pays, des pays qui ont un poids démographique très important, comme la Chine, par exemple, la consommation de viande augmente. Ça peut avoir un impact sur la production agricole, mais non seulement il y a des changements alimentaires, mais on veut aussi de plus en plus utiliser nos terres pour autre chose que la production alimentaire. Je parle de terres agricoles ici. On l'utilise de plus en plus pour la production d'agrocarburants. Aux États-Unis, par exemple, actuellement, à peu près, grosso modo, 30% du maïs qui est produit aux États-Unis sert à fabriquer de l'éthanol. Donc, l'éthanol qui n'est pas là pour nous nourrir, mais qui est là pour nourrir nos voitures, essentiellement. Donc, il y a un phénomène de changement d'utilisation des terres, de plus en plus d'ailleurs d'accaparement des terres dans plusieurs pays. C'est le cas, entre autres, en Afrique, où il y a des ententes très importantes qui concernent des millions, même des dizaines de millions ou des centaines de millions d'hectares qui concernent donc des terres agricoles qui étaient
utilisés dans le patrimoine des paysans, mais qui sont souvent des paysans qui n'ont pas nécessairement de titre écrit sur leur terre. Donc, plusieurs ententes qui font en sorte que des compagnies ou des pays tiers vont avoir l'usage de certaines terres pendant plusieurs années, soit qu'ils les achètent, ou des fois c'est des baux de 99 ans, par exemple. Et beaucoup de ces terres-là sont utilisées ou on prévoit les utiliser pour la production d'agrocarburants. Enfin, puis dans tout ça, il y a encore quand même, selon les données de la FAO, grosso modo, 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, là, 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim, c'est quand même pas banal. Je ne sais pas si ça vous indigne. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent nous indigner. Mais cela, il me semble que c'est quelque chose d'assez fondamental de savoir que sur notre planète, où on vit quand même, il ne faut pas se le cacher, dans une certaine richesse, hein, il y a quand même, on vit avec plein de superflus, mais il y a, ça dépend des estimations, mais il y a au moins 1 milliard de gens qui sont vraiment pas à l'aise au plan alimentaire. Il y a, selon les évaluations, peut-être 10 millions de personnes qui meurent de faim. Et c'est pas une mort douce d'ailleurs, hein, il paraît que c'est une mort assez souffrante. Enfin, donc je pense que c'est un défi qui est vraiment important auquel on est confronté. Et ce qui est très particulier, c'est que ces gens qui souffrent de la faim, on les imagine souvent comme étant des urbains, mais en fait dans les milieux urbains, il y a souvent des façons de faire, des cantines populaires ou une solidarité de quartier qui peut faire en sorte qu'une bonne proportion d'entre eux vont quand même réussir à s'alimenter, je ne dirais pas en abondance, mais correctement. Et en fait, la majorité donc de ceux qui souffrent de la faim, c'est des agriculteurs. Donc, je pense qu'il y a une question, on se pose évidemment la question comment nourrir tout le monde en essayant tout de même de préserver les bases de la production future, donc comment le faire de façon durable. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, là. On ne peut pas dire que le système qu'on a actuellement fonctionne. Certains vont proposer, se disent, il faut augmenter la production des terres agricoles les plus productives. Par exemple, en Belgique, on peut produire dans plusieurs zones 10 tonnes à l'hectare de grains, c'est parmi les zones les plus productives de la planète. Là, on se dit, en mettant encore plus d'engrais, peut-être qu'on va arriver à 11 ou 12 tonnes à l'hectare. D'autres répondent, la très, très grande majorité des agriculteurs de la planète ont de petits rendements, de l'ordre d'1 tonne de grains à l'hectare, par exemple. Et c'est peut-être eux qui ont une agriculture souvent manuelle qu'on devrait appuyer. Donc, c'est une vision, appuyer la petite agriculture paysanne, faire en sorte qu'il y ait peut-être une augmentation de la productivité durable de certaines parcelles, de façon, entre autres, à régler les problèmes de la faim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, la petite agriculture paysanne? Comment l'appuyer? Est-ce que, je fais une conférence sur l'agroforesterie, est-ce qu'on va l'appuyer par l'agroforesterie en appuyer l'agriculture en mettant des arbres au milieu des champs? Ça a l'air quand même d'une idée un peu étrange. En fait, j'ai découvert l'agroforesterie en Afrique. Et quand j'ai fait mes études de 2e et 3e cycle, j'avais un projet agricole au Burkina Faso, puis au Mali. Puis j'avais constaté que souvent, on voyait donc des parcelles avec des arbres en plein milieu des champs. Ça fait que j'ai demandé, entre autres, à Amadou, un paysan sur la parcelle duquel je travaillais. Donc, on avait des essais. Je travaillais sur le sorgho à ce moment-là, donc une plante céréalière. On faisait des essais en milieu paysan. Et puis, j'ai demandé à Amadou, mais pourquoi tu gardes des arbres dans tes champs? Et là, il m'a répondu, l'étranger a de grands yeux, mais il ne voit rien. Bon, j'ai dit, ouais, OK, bon, mais c'est bon, mais après ça, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense, c'est peut-être une inclusion dans un univers. On va essayer de s'ouvrir les yeux peut-être à un autre univers, à une autre façon d'aborder les choses.
Parce que, vous le savez tous, de nos jours, sous nos conditions, si on pense au contexte québécois en particulier, mais aussi au contexte de plusieurs pays, on a une séparation très nette entre l'agriculture, qui sert principalement à la production de grains, comme j'ai voulu le représenter par ces grains de non mûrs encore, mais ces grains de sorgho, et puis la foresterie, qui sert principalement à la production de bois. Il y a une séparation très nette entre les deux, au point que, par exemple, la gestion de tout ça se fait au sein de ministères différents. Au Québec, on a le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec qui s'occupe, entre autres, d'agriculture, aussi de pêcherie. Et puis, on a le ministère des Ressources naturelles, bon, parfois et de la faune, parfois la faune parle selon les changements de gouvernement, mais donc on a le ministère des Ressources naturelles qui s'occupe des ressources forestières. Donc, les ministères sont différents. On a même ici à l'Université Laval, donc, des formations en agriculture et en foresterie. Elles se font au sein de programmes différents, ou même dans des bâtiments différents. Donc, on a le comptoir, on a le pavillon en biciclette et l'hiver. Donc, on a des bâtiments différents. La formation des agronomes, il n'y a pas de communication entre ces deux programmes différents, avec des cours différents, des intervenants différents. Et quand on veut faire des choses conjointes, c'est pas nécessairement plus facile. Il y a eu une initiative, qui est le programme de maîtrise en agroforesterie, mais la façon dont l'université est conçue fait en sorte que, par exemple, il y a des cours qui dépendent de la faculté des sciences d'agriculture, d'autres qui dépendent de la faculté de foresterie, et la gestion de tout ça se fait au sein de départements qui, eux, sont différents. Donc, c'est des initiatives qui sont possibles, mais qui, même là, doivent subir toutes sortes de freins, de difficultés au plan administratif. Donc, on a une séparation, mais pourtant, il ne faudrait pas croire que cette séparation entre l'agriculture et la foresterie ou la sylviculture, par exemple, est une séparation qui est là depuis toujours et qui existe dans tous les pays. Donc ici, par exemple, vous avez des photos, j'espère que vous voyez assez bien. Je vois que les couleurs ont changé un peu là, en changeant d'ordinateur, mais je pense en fait que c'est un problème de lampe ici. Donc, parce qu'on a des fleurs roses normalement, mais c'est pas très grave. Vous voyez des arbres qui sont des paulownia. Donc, c'est un arbre qui est beaucoup utilisé en Chine, un arbre à croissance rapide, bon, un peu comme nos peupliers ici, qui est associé de façon très étroite à gauche avec de l'ail, en haut à droite avec de la pivoine, qui a des usages médicinaux, et en bas à droite avec du blé. Et je vous fais remarquer ici que le blé même est très proche des troncs des arbres. Bon, c'est sûr qu'on a une agriculture qui n'est pas mécanisée, là, dans ce cas-ci, avec des récoltes qui peuvent être manuelles. Mais n'empêche qu'on a donc arbres et cultures qui sont en très étroite proximité. Quand on parle de ce type de système encore aujourd'hui, et c'est encore plus vrai peut-être il y a 5 ou 10 ans, on parle de ça à des ingénieurs forestiers ou à des agronomes. Quel est le premier réflexe des gens? Si on ne montre pas la photo, évidemment, dire, on mêle des arbres et des cultures. Mais le premier réflexe, c'est de dire, c'est ridicule, ça ne marchera pas. Hein? Vous voulez faire ça, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Puis si ça marche un peu, ça ne peut pas être aussi bon que nos systèmes habituels de monoculture industrielle, par exemple, ou nos plantations forestières. Donc, bienvenue aujourd'hui à cette journée de conférence sur des systèmes qui ne peuvent pas marcher. Bon, regardez, c'est une photo qui vient de la Micronésie. Quel fouillis, hein? Quel fouillis complet. On a toutes sortes de plantes, en fait, quand on ne connaît pas l'environnement tropical, on peut penser à cette photo-là qu'on a une forêt tropicale luxuriante, une forêt vierge. Mais en fait, elle n'est pas du tout vierge. C'est un environnement qui est exploité par l'être humain et qui comprend une multitude de plantes qui sont utilisées. Donc, on va parler, par exemple, il y a toutes sortes d'expressions en agroforesterie. On va parler soit de jardin multi-étagé ou d'agroforêt, dans certains cas de jardin de case, quand c'est fait de la maison familiale. Donc, on peut retrouver, par exemple, en Indonésie, sur des parcelles aussi petites que 500 mètres carrés, de plantes qui sont exploitées par les agriculteurs. Et ça, on trouve ça sur une même parcelle. Le problème, c'est sûr que les premiers agronomes occidentaux qui ont vu ça, ils disaient ça, mais quel fouillis, comment
n'a pas de bon sens de travailler dans des conditions comme ça. Ce serait donc plus facile si on avait la même plante partout sur la même parcelle. Et puis, c'est bien trop compliqué à étudier, ces systèmes-là. Comment tu veux étudier ça? C'est complexe. L'agroforesterie, c'est un peu ça. Des fois, c'est un univers relativement complexe, mais qui appelle à un changement de paradigme, hein, un changement de vision sur les choses. On parle de plus en plus, dans le domaine agricole, par exemple, on va parler maintenant d'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire d'agriculture qui va exploiter au mieux des mécanismes écologiques naturels pour arriver à une production quand même importante, puisqu'il faut nourrir beaucoup de gens, hein, je le mentionnais tout à l'heure, mais plutôt qu'avoir un système complètement artificialisé, comme on l'a dans l'agriculture d'aujourd'hui, où on a un système donc, qui est très différent d'écosystèmes naturels, où on essaie d'apporter à la pièce un certain nombre d'éléments, donc des éléments fertilisants, des pesticides, de l'eau, etc., mais à la pièce selon les besoins de la plante. Maintenant, évidemment, l'agroforesterie, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est complexe, et ça veut dire que si on veut pratiquer de l'agroforesterie, bien, ça demande une autre approche. Ça demande, entre autres, de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que des ingénieurs forestiers, des agronomes, mais aussi des sociologues, des gens d'économie rurale, des anthropologues, vont travailler ensemble sur une même unité de gestion pour arriver à des solutions qui sont communes. Bon, le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à l'interdisciplinarité, à travailler vraiment ensemble. Donc, quand on y arrive le mieux, on fait peut-être de la multidisciplinarité ou de la pluridisciplinarité. Puis, on a trop tendance, évidemment, à se dire, bon, mais pour aborder le problème, séparons-nous déjà en sous-comités selon nos disciplines, puis on essaiera de l'aborder. Mais c'est quand même, je pense, un défi de l'agroforesterie aujourd'hui, puis un défi de toute façon de la production agricole, de la production forestière, de considérer pas seulement tout ça selon ses aspects uniquement techniques, mais d'avoir différents angles de vue de toutes sortes de praticiens. Donc la forêt, c'est pas que du bois, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il y a des usagers qui vont chercher différentes choses, et il faut que ces gens-là puissent se parler pour pouvoir arriver à quelque chose. Bon, malheureusement, je le disais, plus souvent, ça donne à peu près ça, c'est-à-dire qu'on a une paysanne à gauche qui travaille, son mari qui s'assure, qui vérifie que sa femme travaille vraiment, qu'elle travaille bien. L'agronome, il fait le suivi de l'exploitant agricole pour voir si le paysan, il regarde bien que sa femme travaille, puis le sociologue observe le comportement de l'agronome, puis l'anthropologue observe les relations observateurs observées, puis le politologue, lui, observe le processus d'observation. Finalement, à la fin, il y a, pour ceux qui s'intéressent à la recherche, un bailleur de fonds qui finance le tout, qui regarde tout ça, puis qui va prendre sa décision. Donc, c'est pas facile, mais c'est quand même des choses qu'il faut faire. Et ça, bon, on va le faire dans le cadre de systèmes agroforestiers qui sont très variés. Donc, avant les autres conférences, vous allez avoir développer un tour d'horizon d'un certain nombre de pratiques qu'on peut observer ici dans le contexte québécois. Ça va être un survol parce que, des gens vont vous parler de certains de ces systèmes-là de façon plus approfondie. Donc, on a des systèmes, je vous le disais tout à l'heure, très denses, de type jardin de case ou agroforêt, par exemple, avec plusieurs espèces sur une petite surface. Donc, c'est le cas dans plusieurs contextes tropicaux ou subtropicaux. Je vais commencer d'ailleurs par vous montrer quelques photos de systèmes qui sont plutôt tropicaux ou subtropicaux. Parce qu'en agroforesterie, je pense, même si on a une expérience qui est séculaire et même millénaire dans la réalisation de systèmes agroforestiers tempérés, je pense que c'est un domaine où on a beaucoup à apprendre des pays du Sud qui ont conservé un nombre important de systèmes agroforestiers dans leur vie de tous les jours encore. Et c'est un des nombreux domaines où je pense que les paysans du Sud ont des choses à nous apprendre. Bon, je dis les paysans ou les exploitants forestiers, par exemple. Donc, on a toutes sortes de systèmes. Par exemple, ici, c'est un arbre Inga qui est utilisé. Donc, il est au-dessus du cacao. Donc, en bas, ce que vous avez, c'est des cacaoyers qui peuvent nécessiter un certain ombrage, du moins à certaines périodes de leur développement. Et donc, on peut associer des plantations comme celles de cacaoyers ou de caféiers avec des arbres d'ombrage. Il y a ces systèmes de jardins de case dont je vous parlais un petit peu. Donc, ici, on est en Haïti. Et autour de la case, on retrouve souvent
Donc, un jardin, mais un jardin qui a une composante ligneuse avec des arbres, des arbustes. Si on regardait bien, il y aurait on aurait sûrement un ou deux caféiers ici qui vont fournir des grains de café pour la consommation quotidienne de la famille. En tout cas, en Haïti, c'est sûr que c'est un élément qui est important. Vous aurez des bananiers, des palmiers qui ont aussi leurs usages, beaucoup de plantes condimentaires. Donc, c'est un système qui se retrouve souvent près de la case, qui permet donc un usage au quotidien. Vous avez aussi dans des contextes peut-être un peu moins arrosés, des systèmes comme celui-ci qu'on appelle le parc agroforestier derrière. Donc, vous voyez des arbres, c'est un paysage typique de la savane. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une savane qui est cultivée. Donc, au milieu des arbres que vous voyez en arrière-plan, il y a toutes sortes de cultures, comme celle de sorgho qu'on a ici en avant-plan. Donc, ce parc agroforestier permet aux paysans de bénéficier de toutes sortes de produits de l'arbre. Donc, l'arbre peut donner du bois, évidemment, du bois de feu aussi, des fruits, des noix. Certaines feuilles sont comestibles. Peut donner du fourrage pour les animaux, des produits médicinaux. Donc, les usages sont multiples et les paysans, depuis des siècles, ont conservé donc, ces arbres pour un certain nombre d'usages. On a un système qui ressemble beaucoup au Maroc, par exemple, avec l'arganier qui donne l'huile d'argan. Les chèvres sont assez friandes de ces fruits. Des fruits qui ont une amande qui est riche en huile, donc qui permet justement l'exploitation de cette huile-là. On a des systèmes aussi plus récents, comme celui-ci qu'on va appeler les systèmes de culture en couloir, où on va cultiver une plante au centre, ça peut être du maïs ou une autre. Souvent, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'azote. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on cultive des arbres comme le leucéna à côté, qu'on va tailler vraiment périodiquement. On va émonder l'arbre très, très fréquemment, appliquer les émondes sur le sol, de façon à enrichir le sol en matière organique et, entre autres, grâce à la décomposition assez rapide des feuilles sous des conditions tropicales, apporter un peu d'azote au maïs qui va en bénéficier dans sa croissance. On peut aussi utiliser les arbres pour faire des haies autour de périmètres maraîchers, comme c'est le cas ici au Mali. Mais dans le contexte québécois aussi, qu'est-ce qu'on a? On ne peut évidemment pas faire tout à fait la même chose. Des systèmes avec caféiers ou cacaoyers, ce serait assez difficile sous les conditions qu'on a connues au cours de la semaine. Donc, je vais vous en présenter quand même quelques-uns, 4 ou 5 qui sont les principaux, même si quand on parle d'agroforesterie, il ne faut peut-être pas voir non plus des choses de façon trop conventionnelle toujours, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont bien connus, mais on peut aussi introduire les arbres dans les parcelles de toutes sortes de façons, dans les parcelles agricoles bien sûr. Je parle peut-être moins un peu des forêts. Je suis agronome de formation, donc c'est mon biais un peu. Mais vous comprenez aussi que, puis on va le voir aussi à travers l'exposé de Jean Arsenault, entre autres, qui produit dans une plantation des plantes herbacées. Donc on va voir que c'est possible aussi de faire des cultures de plantes herbacées en forêt, sans compter l'exploitation qu'on peut faire de toutes sortes de produits forestiers non ligneux. Donc, un des systèmes les plus connus, les plus anciens dans le contexte québécois, peut-être, en tout cas en termes de recherche scientifique et de développement, c'est les haies brise-vent. Donc, ils sont là essentiellement pour contrer les effets néfastes du vent. J'en parlerai pas plus parce que André Vézina va vous en parler tout à l'heure. Les bandes riveraines, arborées, qu'on peut avoir en contexte, évidemment en contexte forestier, donc qui est important, mais aussi en contexte agricole, et qui peut donc jouer un rôle de tampon entre le milieu agricole, le champ agricole, et le cours d'eau, par exemple, qu'on va avoir juste à côté. On a aussi donc ce qu'on appelle des systèmes de culture intercalaire ou systèmes agroforestiers de culture intercalaire. Certains parlent simplement d'agroforesterie. Je pense que dans le contexte français, on utilise souvent tout simplement le terme agroforesterie pour ça. Donc, c'est des systèmes où on va retrouver des arbres en rangée et puis on va cultiver au centre. J'en parlerai pas beaucoup non plus parce que David Rivet va vous en parler tout à l'heure. Simplement mais je veux quand même souligner ici que j'ai bénéficié des photos de Christian Duprat pour cette association de pêcher avec de la laitue. J'étais avec lui en même temps d'ailleurs, puis je suis toujours mêlé à savoir si c'est une photo qui vient de Christian ou si c'est ma photo, mais
comme c'est Christian qui m'avait amené sur la parcelle, bon, je pense que le bénéfice lui en revient de toute façon. C'est une photo que j'ai prise le 31 décembre. Donc, vous comprendrez que 31 décembre, par contre, c'est peut-être pas des choses qu'on peut faire ici. Mais vous voyez ici quand même que le pêcher a perdu ses feuilles. En fait, les pêches ont été récoltées. Et on profite de l'espace entre les pêchers pour valoriser donc cet espace par une culture supplémentaire. Idée intéressante. Et puis, bon, ben à gauche, à droite, on a des noyers avec du tournesol, donc une photo de Fabien, qui est un type d'ailleurs avec qui, je le dis en passant, avec qui j'ai découvert l'agroforesterie, et beaucoup à travers son ouvrage remarquable qui était cité dans son mémoire, Comment planter des arbres sans se faire mal au dos, qui est malheureusement épuisé actuellement. Mais si jamais vous tombez sur ce mémoire, vous verrez cette référence d'un livre qui a fait quand même, qui a eu un certain nombre d'échos par la suite. Ceci étant dit, donc, on peut aussi intégrer l'élevage. J'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant. Mais on peut aussi intégrer l'élevage dans les systèmes agroforestiers. Donc, c'est le cas, par exemple, à gauche, on est aux États-Unis, donc où on a des bovins qui vont pâturer dans des plantations de pins. On peut aussi avoir des plantations de feuillus avec des ovins, par exemple, comme c'est le cas en France. On peut aussi donc avoir des systèmes comme en Espagne, où on a des chênes qui vont produire des noix, des glands, en fait, qui vont servir à l'alimentation des porcs, par exemple, ce qui va donner un jambon particulièrement apprécié. Et puis, dans le milieu forestier, on a aussi, et c'est quand même presque une spécificité nord-américaine, en tout cas même du nord-est de l'Amérique du Nord, Québec y compris, ce sont les systèmes de culture emboisés. Donc, où on va implanter toutes sortes de plantes, comme le ginseng à gauche. Donc, ça, c'est une parcelle ontarienne. À droite, on voit le travail de terrain qui a été fait dans le contexte des bois francs, ici. Bon, pour cultiver le ginseng, comme on le voit à gauche, qui est une plante médicinale dont on utilise des racines, mais aussi d'autres plantes médicinales et ornementales. Donc, vous aurez la chance tout à l'heure d'entendre Jean Arsenault à propos de ces types de systèmes de production. Pourquoi l'agroforesterie? Donc, vous avez vu tout ça. Bon, bien évidemment, pour des produits que ça va nous offrir. Bois d'œuvre, par exemple, bois de chauffage, mais aussi des fruits, des noix. Je vous disais des feuilles, comme à droite ici, on est au Mali, c'est les feuilles de baobab qui sont utilisées quotidiennement pour la confection d'un certain nombre de sauces, mais aussi des huiles, comme l'huile d'argan. Donc ici, on a une paysanne marocaine qui est en train d'extraire l'huile des amandes du fruit de l'arganier. Des produits médicinaux, comme en haut à droite, donc c'est un marché à Thiès au Sénégal où on vend toutes sortes de produits venant des arbres qui ont une importance médicinale. Et quand on n'a pas toujours les moyens de payer, par exemple, des produits chimiques, synthétiques à forte valeur pour se soigner, bien, la contribution de ces plantes médicinales peut être très, très forte. D'autant plus qu'on sait qu'une très forte proportion des médicaments qu'on a aujourd'hui proviennent de toute façon de plantes, donc soit d'extraits de plantes, soit de produits qui ont été synthétisés ensuite à partir des molécules qui avaient été identifiées comme étant actives dans des plantes. En bas à droite, ben, c'est pour exprimer qu'on peut aussi faire des fourrages. Donc là, c'est au Maroc. Les chèvres, je ne sais pas si vous voyez, elle a vous voyez ses oreilles. Donc, c'est une chèvre un peu particulière parce qu'elle est capable ses oreilles, elle les fait tourner un peu comme des hélicoptères. Ça lui permet de voler de branche en branche, d'arbre en arbre. Donc, c'est ce qu'elle avait fait là, pour la photo ici. C'est juste pour vous réveiller un petit peu. Là. Excusez, ne croyez pas tout ce que je dis, j'espère. D'autres produits, avec la sève des arbres, on peut faire de l'alcool à partir de la sève de palmier, par exemple, du vin de palme. On peut évidemment extraire aussi la sève pour en faire un sirop, comme dans le cas du sirop d'érable. Ici, c'est pour vous rappeler qu'il y a quand même la composante herbacée dans une association agroforestière, donc les plantes herbacées. Encore là, une photo de Fabien Liagre. Les plantes herbacées aussi peuvent produire toutes sortes de produits, comme l'huile de colza, par exemple, ou de canola qu'on a ici. Et puis, il y a maintenant les agrocarburants aussi, dont on parle de plus en plus.
Donc voilà pour les produits. Maintenant, l'agroforesterie est intéressante pour ses produits, bien sûr. On veut produire, mais ça peut être intéressant aussi pour un certain nombre de services. Et c'est ce qui permet peut-être de répondre à cette question-ci, parce que, bon, c'est bien beau, on dit, oui, on peut avoir des produits, mais on pourrait avoir des produits si on met les cultures et les arbres séparément. Donc, pourquoi mettre des arbres et des cultures ensemble quand on sait que ça pousse si bien séparément? Donc, il y a des services variés, et ici, je ne ferai pas le tour complet, mais si vous voyez dans les premiers points, il y a des questions liées au sol, il y a des questions liées à l'eau, d'autres qui sont liées à la biodiversité, il y a des questions liées à la séquestration du carbone, par exemple, et même des bénéfices qui sont plus sociaux ou humains, comme la délimitation des parcelles, l'ombrage, la valeur esthétique, des fonctions culturelles et spirituelles, etc. Je vous en présente seulement certains ici. Je vous ai présenté ce schéma simplement pour mettre en relief une question qui est liée à l'architecture de l'arbre, qui a très souvent, pas toujours, mais souvent un enracinement beaucoup plus profond que celle des cultures qui lui sont associées. Et c'est vrai en particulier quand on a des cultures annuelles, donc qui sont là seulement pour une courte saison de production. Donc grâce aux racines profondes de l'arbre, on pourrait aller chercher des éléments qui se trouvent plus profondément dans le sol, qui ne seraient pas exploités par des cultures annuelles habituellement. On va aussi des fois aller chercher des éléments qui proviennent de la fertilisation. On les ramène dans les tissus de l'arbre, notamment dans ses feuilles, les brindilles, qui vont retomber au sol sous forme de litière de feuilles et venir enrichir en matière organique la couche arable du sol. Donc, c'est des phénomènes tout à fait naturels qu'on retrouve en milieu forestier et qu'on va retrouver dans le contexte agroforestier qui vont permettre de venir enrichir le sol pour l'agriculture. Et cette question de cycle des nutriments, de cycle de la matière organique, entre autres, est, à mon avis, fondamentale en agroforesterie. Ça va avoir une influence sur toutes sortes de phénomènes, par exemple sur la vie dans le sol. Ici, bon, vous avez un gros tableau, je ne veux pas que vous voyez tout ça, mais vous voyez à gauche la population, le nombre de vers de terre par mètre carré, dans une association avec soit du peuplier à gauche, de l'érable, en fait d'autres arbres, ensuite, ou bien en monoculture de maïs. Donc, je vous demande simplement de comparer, par exemple, pour le printemps 97, le nombre de vers de terre par mètre carré. À droite, c'est la biomasse de vers de terre. Les tendances sont les mêmes. Mais vous regardez, on a énuméré 394 vers de terre dans l'association de la culture avec le peuplier. Et dans la monoculture, où il y avait seulement le maïs sans arbre, il y en avait 11. C'est quand même une différence qui est très, très forte. Bon, vous pouvez dire que j'ai entouré ceux où il y avait la plus grande différence, là, mais en fait, vous voyez que la tendance est un peu la même. Donc, c'est un élément qui est très important. On sait que bon, les vers de terre, comme différents micro-organismes du sol, sont très liés à la fertilité du sol. Et c'est donc un élément important qui peut expliquer pourquoi on pourrait vouloir associer des arbres et des cultures ensemble. Il y a toute la question de la lutte contre l'érosion du sol. André Vézina vous en parlera sans doute tout à l'heure beaucoup plus. Il y a aussi une hypothèse qu'on appelle celle du filet racinaire de sécurité. Fabien vous en parlera peut-être, puisque c'est un schéma encore tiré de son livre, ou bien David vous en parlera sur les systèmes de culture intercalaire. Mais l'idée générale ici, c'est que grâce à un système racinaire qui peut aller plus profondément, qui s'enfonce dans le sol et puis qui va peut-être s'étendre latéralement par la suite, bien, on peut prélever des éléments fertilisants, qui sont souvent des éléments chimiques qu'on va avoir apportés, donc qui sinon se seraient retrouvés dans les nappes phréatiques et finalement dans nos cours d'eau. Alors que là, si on a l'arbre, bien, l'arbre va venir les prélever lui-même pour sa production. Donc, on fait un double coup, on a des éléments minéraux qui sont utilisés pour une production végétale et on diminue la charge dans nos cours d'eau. Bon, l'agroforesterie aussi, peut-être pour une meilleure connectivité entre les îlots boisés. On parle de plus en plus des problèmes, surtout dans le sud du Québec, liés au fait qu'on a des îlots boisés qui sont des îlots justement, donc qui ne sont pas connectés entre eux. Pour la faune, ça peut causer un problème. On parle de plus en plus de corridors verts. Ça peut se faire par le biais de bandes riveraines, par exemple, puis on pourrait avoir éventuellement une connectivité plus fine avec un plus grand nombre d'arbres dans le milieu. Et c'est clair que, bon, les études le montrent que
les mammifères, les oiseaux vont tirer profit de la présence de rangées d'arbres, par exemple, pour leur déplacement. Ici, ce que je veux vous présenter, c'est quelque chose en réponse à la préoccupation de certains agriculteurs, entre autres, qui disent, bon, ben, si l'agroforesterie a une contribution à l'amélioration de la biodiversité, parce qu'on a une biodiversité, une diversité végétale plus grande, on a peut-être quelque chose de plus intéressant pour la faune, est-ce que ça ne va pas faire en sorte qu'on va avoir plus de ravageurs des cultures, plus de mulots qui vont venir déranger les récoltes, plus d'oiseaux granivores, plus d'insectes aussi qui vont venir nuire à nos cultures. Donc ça, c'est une étude assez intéressante qui a été faite à Guelph, en Ontario, donc pas si loin de nos conditions, dans des conditions peut-être qui seront celles du Québec dans 30 ou 40 ans si les projections de changement climatique se poursuivent. Donc, et puis là, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que les auteurs sont allés voir les classes d'insectes, les guildes d'insectes, c'est-à-dire ils ont énuméré les insectes, ils ont dénombré les insectes en fonction de leur alimentation. Ce qu'on trouve à gauche, donc en gris, c'est la situation agroforestière, en noir, c'est la monoculture agricole. À gauche, c'est les parasitoïdes, c'est-à-dire les insectes qui vont parasiter d'autres insectes. Et donc, ils vont souvent parasiter des insectes nuisibles, ceux qui se nourriraient de nos récoltes. Beaucoup plus de parasitoïdes en situation agroforestière qu'en monoculture, c'est-à-dire qu'on a plus d'agents de lutte contre l'insecte nuisible. Pour les prédateurs, dans cette étude-ci, il n'y avait pas de différence entre les deux. Les prédateurs, c'est ceux qui mangent d'autres insectes. Mais dans d'autres études, par exemple au Missouri, donc il y avait beaucoup plus de prédateurs en système de culture intercalaire agroforestière que dans situation de monoculture. Donc, ça vous dit aussi qu'il faut se méfier de ce genre d'études-là. Il ne faut pas non plus penser que c'est la même chose dans toutes les situations. Ça dépend des cultures en présence, des arbres en présence, du climat, du sol, etc. Mais ici, pour le contexte de Guelph, voilà ce qu'on avait. Plus de pollinisateurs aussi en agroforesterie, plus de détritivores, ce qui est lié à la matière organique qui est présente, sans aucun doute, et moins d'herbivores. Alors que les herbivores, c'est justement les insectes qui sont nuisibles, c'est ceux qui se nourrissent de plantes. Et si on est dans un champ agricole, ils se nourrissent essentiellement de notre culture. Donc, voilà une contribution que l'agroforesterie peut apporter. On peut penser aussi à l'agroforesterie pour séquestrer le carbone ou éviter le déboisement. Un des intérêts de l'agroforesterie en comparaison donc avec les plantations forestières, par exemple, bien, ça réside peut-être beaucoup dans la capacité de séquestration à long terme dans le sol. Et c'est le cas en particulier si on compare au système agricole. Mais on peut penser aussi que si on a plus d'arbres dans nos systèmes de production agricole, bien, ça pourrait réduire la pression sur les forêts, la pression de récolte sur les forêts, et nous permettre plus facilement peut-être de garder certains espaces forestiers donc protégés d'une certaine façon. Donc, maintenant, pour le bien-être animal, c'est connu aussi. Quand il fait trop chaud, quand il y a des vents importants, les animaux se portent moins bien et donc ont une production de lait, de viande qui est réduite. Des paysages attractifs aussi. On parle de conflits entre les agriculteurs et les nouveaux ruraux. Je dis de conflits, les gens ne vont pas nécessairement se battre, mais beaucoup de nouveaux habitants des zones rurales n'aiment pas tellement les odeurs, le bruit, le paysage qui est dégarni. L'agroforesterie est peut-être une façon d'améliorer cette cohabitation grâce à l'arbre qui crée peut-être des paysages plus attractifs, sans compter l'impact que ça peut avoir non seulement sur les habitants, mais sur les touristes, par exemple. Et puis, si on pense à la forêt, ben, je pense qu'on peut penser aussi à l'agroforesterie pour... je pense qu'on peut penser, si on pense, ça va bien, on pense. Hein? Mais l'agroforesterie, donc, on peut envisager l'agroforesterie pour d'autres usages de la forêt que simplement la récolte du bois. Il y a aussi toute la question d'occupation du territoire et de développement rural qui est fondamentale. Quand on fait sur une terre agricole qui a été abandonnée, comme c'est le cas dans plusieurs régions du Québec, on va en Gaspésie, on va sur la Côte-Nord, on constate dans plusieurs régions du Québec qu'il y a des terres agricoles qui ont été défrichées, qui ont été mises en production, qui sont aujourd'hui abandonnées. Le réflexe, c'est souvent soit de rien faire, de laisser aller ça à la friche, ou si on décide de valoriser ça, ça va être de faire une plantation d'épinettes, une plantation de résineux en tout cas, qu'on va faire sur cette terre-là.
bon, je pense que la plupart des ingénieurs forestiers seront généralement assez contents qu'on puisse faire du reboisement dans ce contexte-là. Mais quand on réfléchit à la façon dont ça se fait, faire une plantation d'épinettes, par exemple, sur une ancienne terre agricole, bien, ça veut souvent dire fermer le territoire ou arrêter le travail pendant tout le temps de la croissance de l'arbre jusqu'à la récolte. C'est-à-dire que sur cette parcelle-là, il n'y aura finalement plus grand-chose qui va se faire en termes de travail. Si on fait une parcelle agroforestière, on maintient une activité agricole entre les rangées d'arbres qui est permanente. Donc, en termes de façon d'occuper le territoire, d'occuper les gens en termes d'emploi, c'est une approche qui est un petit peu différente et qui, je pense, a ses avantages si on pense à une communauté humaine vivante dans nos villages. Maintenant, ça, bon, c'est un schéma que David utilisera peut-être parce que ça vient de lui, il me l'avait gracieusement prêté. Et là, je vais aller plus vite parce que je pense qu'on a déjà commencé un petit peu en retard et je ne voudrais pas qu'on prenne trop de temps pour la suite. Mais évidemment, un des problèmes, c'est qu'il y a une concurrence entre l'arbre et la culture, pour la lumière, pour l'eau, pour les éléments minéraux. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a aussi une complémentarité. Comme l'architecture des arbres et des cultures est différente, bien, on exploite un peu plus d'étages de l'espace aérien, mais aussi de l'espace souterrain pour aller chercher des ressources. Donc oui, l'arbre et la culture vont compétitionner pour la même ressource, mais ils vont parfois aussi utiliser des compartiments de sol différents. Ils vont aussi exploiter au maximum l'énergie lumineuse disponible. Ce qui fait que souvent dans les systèmes agroforestiers, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a une plus grande productivité biologique totale à l'hectare que dans une monoculture agricole, par exemple, grâce à l'association entre les deux. On produit plus que dans une monoculture agricole. Le problème, si on veut, entre guillemets, c'est que, évidemment, cette productivité-là, elle est séparée entre l'arbre et la culture. Et un des défis, c'est justement de s'assurer qu'il y en a assez pour la culture et qu'il y en a assez pour l'arbre aussi. Parce que, donc, il y a ce partage entre les deux. Ce qu'on sait de plus en plus aussi, et certains en parleront par la suite, c'est que grâce à une bonne régie, plus on connaît le système agroforestier, plus on sait comment il fonctionne, mieux on arrive à le gérer et plus on arrive à faire des systèmes qui sont intéressants. Quand on ne connaît pas ce qu'on fait ça tout croche, évidemment, tout le monde le sait. C'est normal qu'on arrive à une bonne productivité dans le maïs. Actuellement, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur le maïs, qu'il y a plein de gens qui travaillent sur le maïs. Tous les gens, tous les agronomes, tous les gens qui sont conseillers agricoles connaissent bien le maïs. Il y a des entreprises qui ont des semences de maïs, des engrais pour le maïs, qui connaissent très bien la situation. Et quand un agriculteur veut faire du maïs, il y a plein de gens qui peuvent l'aider. Quand on veut faire de l'agroforesterie, là, on part d'un peu plus loin. Mais à mesure qu'on avance, bien là, il y a des erreurs qu'on faisait, qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on se met à connaître. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec une bonne gestion, entre autres, des arbres, pour permettre, par exemple, un bon rayonnement disponible aux cultures, si on gère bien la concurrence pour l'eau, si on gère bien des opérations culturales, la taille, l'éclaircie, l'espacement entre les rangées, par exemple, l'espacement entre les arbres, bien, il y a une façon d'optimiser la production et plus on avance, bien, plus on a en fait des systèmes agroforestiers qui sont intéressants au plan du rendement et au plan économique également. Donc ça, je vais le passer, d'autres vont y revenir et pour terminer, bon, il me reste 2-3 diapos, je voudrais quand même sortir un peu de ce panorama qui est peut-être idéal ou idéalisé sur l'agroforesterie pour vous dire qu'il y a quand même un paquet de contraintes, un paquet de défis auxquels vous avez probablement tous pensé beaucoup. Il y a cette cohabitation difficile, évidemment, avec la mécanisation. Quand on a des arbres dans les champs, ça peut déranger. C'est une chose qui peut se gérer par l'espacement entre les rangées. Par exemple, dans les systèmes de culture intercalaire, on vise de plus en plus des espacements qui permettent le passage non seulement de tracteurs, mais des rampes d'épandage, par exemple. Mais des agriculteurs vous diront, quand c'est le temps de tourner au bout de ma rangée pour faire l'autre, ça me dérange qu'il y ait des arbres qui soient là. Mais on peut planifier de façon à ce qu'il y ait peut-être moins d'arbres dans le secteur où il doit tourner, par exemple. C'est des choses qui peuvent se faire. Mais il y a une cohabitation difficile. L'agriculteur, souvent, va dire s'il y a des arbres, j'ai peur qu'il y ait des graphings sur mon tracteur. Et là, ça, c'est peut-être
l'élément le plus important de son système de production, c'est la beauté de son tracteur. Donc, c'est sûr que si on a une graphing sur le tracteur, là, il n'y a plus rien qui marche. Je le dis de cette façon-là, mais c'est un élément qui est fondamental. Si un agriculteur pense qu'un arbre peut faire des graphings sur son tracteur, bien, il n'adoptera pas un système de production avec des arbres. C'est comme une condition minimale pour plusieurs d'entre eux. Je ne les mets pas tous dans le même paquet, évidemment. Travail exigeant à l'implantation des arbres. Bon, mais vous le savez, c'est du travail quand même, les planter. Il faut des arbres, il faut prendre le temps de le faire. On n'a pas beaucoup de tradition en sylviculture ici. On est un pays forestier, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne, des arbres. À part Guy qui est ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment bien s'occuper d'un arbre. Et c'est dommage parce qu'on a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Les bénéfices aussi surviennent à long terme. Bon, en foresterie, vous êtes peut-être un peu plus habitué à ça, mais pour des agronomes, c'est quelque chose de nouveau. On pense souvent à une saison agricole uniquement. Bon, comme je vous le disais, il y a peu d'informations et d'appui techniques, mais il y en a de plus en plus. Il y a un site d'Agri-Réseau maintenant auquel on peut s'abonner gratuitement sur Internet qui présente plein de documents sur l'agroforesterie. Bon, vous allez à Agri-Réseau et vous allez pouvoir avoir accès à plein de documents sur l'agroforesterie. Il y a un manque de formation, mais là aussi, il y a des choses qui se font. Il y a un programme de maîtrise en agroforesterie, par exemple, à l'Université Laval. Des problèmes de commercialisation aussi quand on va dans le domaine des nouveaux produits, en particulier les produits forestiers non ligneux. Des problèmes de droit d'usage et propriété de la terre et de l'arbre dans certains pays. Mais même ici, bon, si on exploite les produits forestiers non ligneux, qui a le droit de cueillir quoi et où? C'est des questions qui sont complexes. Et malheureusement, les politiques actuelles ne reconnaissent pas vraiment l'agroforesterie. Donc, quand vous voulez faire un projet agroforestier, vous allez voir les gens du MAPAC qui disent « Ah, ben là, si vous mettez des vrais brisements, ça va, mais si vous mettez tous les arbres sur vos parcelles, allez voir les gens du ministère de l'Agriculture. Vous allez au ministère des Ressources naturelles, vous faites de l'agriculture, je ne sais pas, vous milieu des arbres, donc c'est pas de notre domaine, c'est du domaine du MAPAC. Donc, on est dans un vide ici au plan réglementaire qui facilite vraiment pas les choses. Donc, l'adoption des systèmes agroforestiers, ça pose quand même un défi assez important à l'heure actuelle, sur lequel quand même un certain nombre de gens sont en train de travailler. Et je pense qu'avoir un cadre réglementaire, éventuellement des incitatifs financiers spécifiques au système agroforestier, ça pourrait être intéressant. Ça s'est fait beaucoup en Europe, il y a eu beaucoup de développement à ce titre-là. Ici, ben, on peut se demander aussi si l'arbre apporte des biens et services environnementaux. Est-ce qu'on ne devrait pas favoriser son introduction par rapport à d'autres systèmes qu'on sait dommageables pour les sols au plan de la durabilité? Si ça séquestre du carbone, par exemple. Puis là, il y a toute la question de la multifonctionnalité de l'agriculture aussi qui entre en ligne de compte, de l'agriculture durable. Donc, je pense qu'on pourrait reconnaître éventuellement tout ça en offrant un cadre réglementaire qui est pertinent dans le contexte agroforestier. Parce que, comme je vous le disais, donc, l'agroforesterie apporte des bénéfices écologiques, des avantages au plan social, mais aussi au plan économique. Et donc, il serait peut-être temps d'avoir une attitude, disons, ouverte, ne serait-ce que reconnaître que c'est une pratique qui se trouve maintenant dans le territoire, qu'on peut implanter aussi, et donc auquel, si on ne donne pas d'incitatif, au moins qu'on enlève des freins à son développement, comme celui que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, évidemment, on peut opter pour des demi-mesures, hein, faire les choses à moitié. On est souvent fort là-dedans, de faire juste un peu ce qu'il faut. Comme ici, donc, pour le bénéfice de ceux qui ne connaissent pas l'espagnol, bon, ben, on a le type à gauche qui dit, mais cet arbre-là, on ne va pas le couper. L'autre dit, ben non, mais il faut quand même en garder pour les générations futures, avoir du respect pour les générations futures. Donc, est-ce qu'on va aller vers une approche comme ça, en gardant juste un arbre sur le côté, ou est-ce qu'on va se doter de véritables politiques qui reconnaissent une évidence, là, celui de même si on a encore des recherches scientifiques à faire sur la question, ça reconnaît une évidence qui est celle de la contribution que l'arbre peut avoir au plan écologique, au plan social, au plan économique aussi. Et puis, pour terminer, j'ai envie de terminer sur quelque chose, une petite histoire qui est un peu fleur bleue. Mais je me dis, comme je m'adresse à des futurs praticiens, donc des jeunes qui voudront changer le monde, j'espère un peu, dans le monde dans lequel on vit, pour le rendre encore meilleur,
je vais raconter une petite histoire que Wangari Maathai racontait à propos d'un colibri. Wangari Maathai, c'est cette dame qui, il y a quelques années, a eu le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la plantation d'arbres dans le contexte du Kenya, entre autres. Donc, c'était très intéressant parce qu'on reconnaissait le fait que d'avoir des arbres en milieu rural, sur les parcelles, ça pouvait contribuer à la paix, parce que ça pouvait contribuer à la durabilité des ressources, aux revenus des paysans, et à différents éléments que je vous ai présentés, et que, grâce à ça, on pouvait avoir un monde qui était plus en paix. Et elle, donc, elle racontait cette histoire de cette forêt qui est prise en feu. Donc, il y a un feu immense. Tous les animaux sont apeurés. Ils ont même fait un dessin animé avec ça. Les animaux sont apeurés, voient la forêt se détruire, regardent le feu, et puis sont là à regarder, puis se disent, ben, c'est fini, la forêt est en train de se détruire, puis il n'y a rien à faire, on vient de perdre notre forêt. Et il y a un petit colibri qui, lui, part, il s'en va dans un ruisseau à côté, il prend une goutte d'eau, puis il s'en va au-dessus du feu, puis il jette sa goutte d'eau, puis après ça, il repart, il va chercher une autre goutte d'eau, puis il essaye pour arroser le feu. Puis là, les gens regardent, puis disent, mais là, t'es trop petit, tu n'arriveras jamais à éteindre le feu comme ça. Ben, puis le colibri dit, ben, moi, je veux bien voir la forêt, notre forêt, notre maison, notre planète qui se meurt, mais au moins, j'aurais fait mon possible. Vous voulez m'aider, faisons tous notre possible ensemble. Donc, en fait, je vous souhaite dans votre carrière de faire beaucoup votre possible pour éteindre les nombreux feux qu'on a allumés au cours des dernières décennies et qui, je pense, devront être éteints. Évidemment, ce n'est pas l'agroforesterie qui est la solution à tout ça, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on peut quand même étudier, peut-être de façon très objective, essayer de voir quelle est la contribution de l'agroforesterie à nos développements de pratiques agricoles et forestières, puis essayer de, au moins, réfléchir aux impacts de nos interventions et aux façons de faire qui nous apparaissent pouvoir régler un certain nombre de défis qui nous attendent. Merci. Alors, il reste pas grand temps pour les questions, mais on va peut-être en prendre deux, trois si certaines personnes en ont. Si vous avez des questions, je vais vous demander d'avancer au micro et de vous présenter et de poser votre question pour que tout le monde puisse bien entendre. Soyez pas timide, il faut que quelqu'un ouvre le bal. Bonjour, Maxime Bourseau, étudiant en environnement ici à l'Université Laval. Tantôt, vous avez parlé, que les machines, les agriculteurs, qui avaient des arbres dans leur champ, trouvaient que les arbres vont se faire abîmer leurs machines, des choses comme ça. Est-ce que vous ne croyez pas que les proportions, justement, de l'agriculture industrielle sont peut-être pas, justement, trop grandes et qu'il faudrait plus revenir à, comme, trouver du matériel qui est plus petit ou des choses comme ça? Parce que, dans le fond... Je voudrais déjà corriger quelque chose, je ne corrige pas, mais c'est une précision. J'ai beaucoup de respect pour les agriculteurs en passant. Il ne faudrait pas croire par un propos comme ça que j'en ai pas. Les agriculteurs, ils font un travail qui est extrêmement difficile dans un contexte où on leur en demande toujours plus. On leur demande de produire du poulet à 99 cents le kilo. Puis on voudrait en plus que l'environnement agricole soit beau. On les oblige à une agriculture fortement mécanisée, très souvent pour réussir à arriver. Cela dit, ben oui, je pense qu'il y a place pour une autre agriculture et petit, ça ne veut pas nécessairement dire non productif. Et on peut avoir de petites parcelles qui sont très productives. Je pense que Jean Arsenault va, jusqu'à un certain point, vous en donner une preuve tout à l'heure. Il y a des gens qui travaillent en industrie maraîchère, par exemple, qui vont travailler sur de très petites parcelles, mais ce qu'ils vont faire, donc, il y a un investissement important en travail, plutôt qu'en espace et en moyens de production. Donc, on peut faire 10 millions, 40 000 $ de chiffre d'affaires, disons. Mais si on a 10 millions de dépenses, on gagne 40 000, alors que celui qui a 50 000 de chiffre d'affaires, mais qui a 10 000 de dépenses, il va faire lui aussi 40 000 $. Donc, est-ce qu'on nourrit les gens qui sont sur la terre, ou est-ce qu'on nourrit les fournisseurs de tracteurs, d'engrais, de pesticides? C'est une question à se poser.
j'ai rien contre les gens qui vont vivre de l'industrie des engrais, mais peut-être que dans les emplois futurs qu'on va prévoir, il faudra peut-être les mettre ailleurs. Un peu comme dans la pêche où on a décidé de mettre beaucoup d'argent dans des chalutiers énormes. Est-ce qu'il faut les mettre? C'est vraiment là qu'il fallait mettre l'argent, payer des constructeurs de chalutiers ou bien payer de petits pêcheurs pour faire leur travail, peut-être faire avec la même productivité, mais en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour d'autres façons de faire, mais évidemment, il faudra s'adapter au contexte. Il y a quand même des zones où on peut faire une agriculture qui est très mécanisée, et il y a des zones qui ne se prêtent pas nécessairement à ça, mais qui ont peut-être un potentiel. Merci. Oui, monsieur. Bonjour, Guy Lessard du CERFO. Monsieur Olivier, avez-vous des contacts avec Alain Godiastro pour l'Institut de recherche en biologie végétale? Oui. Il y a beaucoup de travaux qu'on a fait sur les systèmes de culture intercalaire agroforestière, qu'on a fait avec Alain, qui connaît 100 fois mieux les arbres que moi, d'ailleurs. David va venir tout à l'heure, a fait un doctorat sur les systèmes de culture intercalaire agroforestière, d'ailleurs, et dont Alain Godiastro était le co-directeur. Donc, on est impliqué dans des projets de recherche financés par l'Uranos, entre autres, qu'on observe sur les changements climatiques, en agriculture agroalimentaire Canada, sur la lutte contre les gaz à effet de serre. Et je dirais que, quelqu'un comme Alain Godiastro, qui n'est pas ici, mais c'est vraiment des genres de perles rares pour le développement de l'agroforesterie dans le contexte. Et moi, je vous disais tout à l'heure, un de mes biais, je suis agronome de formation. Donc, je ne peux pas prétendre bien connaître les arbres comme n'importe qui d'entre vous à la fin de votre bac, par exemple, ou ceux qui sont des professionnels déjà. C'est sûr que vous en connaissez tous plus que moi. Donc, quand on parle d'agroforesterie, ça veut dire qu'il faut s'associer, il faut travailler ensemble. Et donc, à travers Alain Godiastro comme d'autres, je pense qu'il faut que des agronomes de formation comme moi soient associés à des ingénieurs forestiers, à des gens d'économie, des gens ou des aspects sociaux, pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Alors, Jory Doreus, étudiant en sciences géomatiques. Je vous félicite, monsieur le professeur, pour votre intervention. Ma question est la suivante. En dépit des contraintes que vous avez évoquées pour l'association de l'agroforesterie et l'agriculture, quels sont d'après vous les efforts qui doivent être faits pour apporter une amélioration à ce système-là? C'est la grosse question à 100 piastres, ou à 1 million. Évidemment, on touche, c'est une excellente question parce qu'on touche le nerf de la guerre, si on veut. Je pense qu'il doit y avoir des interventions à tous les niveaux. J'ai mentionné les questions politiques. Simplement d'enlever un certain nombre de freins. Je parlais des problèmes de gestion de l'arbre entre les différents ministères, par exemple. Ça pourrait aider beaucoup. Mais, et puis, je pense que il faut, à un moment donné, prendre des risques, si je peux dire. Le risque de croire en l'arbre, peut-être. Des gens vont dire des fois, là, on n'a pas encore assez de recherche. Il faut plus de recherche. C'est sûr qu'une chose, c'est un élément de ma réponse. Il faut plus de recherche dans le domaine de l'agroforesterie. Il faut plus de formation. Il faut plus de transfert technologique. Mais ceci étant dit, on en sait déjà assez pour comprendre qu'on a quelque chose de sensé. J'aime pas ça de dire sensé parce qu'on a des politiciens qui parlent toujours du gros bon sens. Puis généralement, ce gros bon sens-là, c'est pas le mien. Mais en tout cas, on a des systèmes qui semblent avoir un réel potentiel et dans certains cas, donc, qui fonctionnent très, très bien et dont plusieurs paysans tirent ou des agriculteurs tirent des profits très importants. Donc, des fois, on est confronté, il faut faire des choix. Est-ce qu'on implante des systèmes agroforestiers malgré les certain nombre de connaissances qui restent encore à apprendre, ou bien est-ce qu'on favorise les systèmes actuels de monoculture industrielle malgré les connaissances qu'on a sur un certain nombre d'inconvénients qui viennent avec.
je pense qu'entre le risque du système actuel et un autre risque qui, je pense, est mesuré, on devrait peut-être prendre de temps en temps un peu plus le risque de travailler vers d'autres systèmes qui fonctionnent dans certaines situations. Donc, il y a ces éléments politiques, il y a des éléments, évidemment, des éléments sociaux qui sont importants. Il faut bien comprendre ce dont l'agriculteur a besoin ou ce dont le producteur, celui qui a une plantation de feuillus, a besoin pour aller vers des systèmes comme ceux-là. Et puis ça, c'est au-delà des questions techniques et environnementales. On peut saisir aussi l'opportunité d'un intérêt accru pour les biens et services environnementaux, pour le problème de changement climatique, pour la durabilité des systèmes de production, pour la multifonctionnalité de l'agriculture, c'est-à-dire le fait que l'agriculture ne sert pas seulement à produire des aliments, mais aussi à garder des gens dans le territoire rural, à maintenir un potentiel de production pour le futur. Donc, toutes des choses comme ça, je pense qu'on peut bénéficier on pourrait bénéficier de ces préoccupations-là pour avoir des politiques adaptées qui incluent l'agroforesterie, parce que l'agroforesterie, je pense, répond à plusieurs de ces préoccupations. Je pense qu'on va en finir là avec la période de questions. Vous aurez toujours l'occasion d'en discuter avec monsieur un peu plus tard. Ça me fera évidemment plaisir. Merci. Ok, ben merci beaucoup.